pourquoi on est là. Si vous avez trouvé la réponse à la question pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission, et que vous faites autre chose que ça, vous quittez ce que vous faites et vous allez faire ça. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Laurent Babiquian, ancien financier devenu expert des enjeux environnementaux, ancien dirigeant européen du CDP, le Carbon Disclosure Project, et conférencier engagé pour une économie à visée régénérative. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Alors Laurent, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que ton parcours incarne vraiment à lui seul une transformation profonde, celle d'un homme qui, après avoir fait carrière dans la finance spéculative, a choisi d'œuvrer pour l'impact, la régénération et la conscience. Ce basculement, tu l'as vécu dans ta chair, dans ton cœur et dans ta trajectoire professionnelle. Et c'est exactement ce qu'on recherche ici, comprendre comment, à un moment donné, on décide de se mettre au service d'un monde plus juste et plus vivant. Alors, je te présente rapidement, Laurent. Tu es né en 1968 à Beyrouth, dans une famille chrétienne, marquée par une double culture, un père arménien libanais et une maman franco-belge. En 1975, la guerre t'arrache brutalement à ton pays. Ta famille perd tout, tes parents divorcent et tu grandis auprès de ta mère sur la Côte d'Azur entre Monaco et Beau-Soleil. Tu y vis une enfance sage, studieuse, où, comme tu le dis, tu ne sors pas des lignes. Après un bac scientifique, tu poursuis des études en économie à Montpellier, puis à Paris, Dauphine, où tu intègres le magistère finance, l'élite de la fac. Tu découvres alors l'amitié, la fête, la liberté. Ton service militaire t'emmène au Vanuatu, un paradis lointain, où tu transportes des valises de fonds accrochées au poignet comme dans les films. Mais c'est à ton retour que le basculement commence. Tu travailles sur les marchés financiers pendant 7 ans, options, taux d'intérêt, spéculation. Et un jour, la question surgit, à quoi ça sert ce que je fais ? Tu réalises que tu fais de l'argent avec de l'argent. Je ne crée rien, j'étais totalement déconnecté du réel, confieras-tu plus tard. Tu quittes tout, tu rejoins l'univers des startups, accompagnes des entrepreneurs, tentes même une aventure dans le textile brésilien qui se termine mal. Tu touches le fond au Brésil, c'est là que tu ouvres une porte nouvelle en découvrant le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, une révélation. Ce chemin intérieur te ramène en Europe en 2012, alors que tu es au creux de la vague. Une rencontre t'ouvre les portes du Carbon Disclosure Project où tu passes plus de 10 ans à développer la présence de cette ONG en Europe de 5 à plus de 100 personnes. Tu vis de l'intérieur la COP21, tu te formes à l'ESG, tu changes profondément de regard sur le monde. Aujourd'hui, tu es indépendant et tu te consacres à un nouveau combat, aider les entreprises à pivoter vers un modèle d'affaires régénératif. Tu proposes des conférences puissantes qui relient climat, géopolitique, finance et spiritualité, et tu milites pour un changement de mindset profond des dirigeants. Tu dis qu'il faut cesser de parler uniquement d'empreinte carbone, c'est l'empreinte matière qu'il faut mesurer, car c'est la matière qui est finie. Laurent, ton parcours, c'est un arc narratif d'une grande richesse, celui d'un homme passé du monde de la spéculation à celui de la régénération, du problème à la solution. Tu as fait de la transformation personnelle un levier de transformation collective. Et c'est exactement ce que nous explorons ici sur ce podcast. Bienvenue sur le chemin, Laurent. Merci beaucoup Thierry. Alors Laurent, avant de rentrer dans notre discussion, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Écoute, c'est la première fois que ça se produit, que quelqu'un me fasse le résumé de ma vie en quelques minutes. C'est clair, net, précis. Et c'est très révélateur en fait de ce que j'ai vécu et je pense que effectivement j'ai pu faire une évolution importante de l'intérieur et voilà, donc je te remercie pour ce résumé qui était concis. Voilà, le meilleur est à venir comme on dit. Exactement. À la réécoute de ce parcours, est-ce que finalement tu l'imaginais, tu l'avais anticipé ? Non, je pense que ma vie est faite d'une succession d'événements qui sont liés les uns aux autres une fois qu'on la regarde ex post. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu de cette manière et c'est ce qui fait le charme de la vie. J'ai eu de la chance, peut-être parfois de la malchance, mais grosso modo, je pense que je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je dirais que maintenant, la période qui s'ouvre aujourd'hui est une période qui est extrêmement compliquée
Et je pense qu'il va falloir avoir des hommes et des femmes de bonne volonté pour pouvoir essayer de mener le bateau dans les eaux troubles qui peuvent faire peur quand on les regarde comme tels. Laurent, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres. Tu m'as partagé qu'un jour tu t'es dit je ne crée rien, je suis totalement déconnecté du réel. Est-ce que tu te souviens finalement du moment où tu as eu cette prise de conscience, ce moment un peu de pivot qui a donné naissance à ta transformation? Ouais, écoute, ça c'était en 2000. En 2000, je travaillais sur les marchés financiers, je travaillais dans une banque française à l'époque qui s'appelait Banque Indosuez, qui n'existe plus, qui a été rachetée par le Crédit Agricole. Et en 2000, j'étais dans une salle des marchés avec des écrans partout je me suis demandé qu'est-ce que tu fous, quoi. Et là, j'ai commencé à me dire tiens, il y a quelque chose qui va pas. Je suis totalement déconnecté de la vie réelle. Je travaille avec des instruments financiers qui sont des instruments financiers de seconde ou troisième génération, c'est-à-dire des produits dérivés qui sont là uniquement pour accentuer la spéculation sur les montants en jeu. Et en fait, je voyais pas du tout à quoi ça servait, si tu veux. Ouais. Et tu te souviens d'un moment de pivot spécifique, je sais pas, une annonce, un événement, quelque chose qui a été vraiment ce point de bascule qui t'a permis vraiment de prendre conscience? Non, ça a été plutôt plus une succession de choses. Et j'avais commencé à cette époque à m'intéresser aux startups en 1998. Je commençais à voir ce monde nouveau qui naissait et ça m'a beaucoup attiré. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça et je voyais que le temps que je passais dans la finance à ne rien faire, en fait, à ne rien créer, je n'étais plus moi-même. C'était un petit peu schizophrénique, si tu veux. Et donc, je me suis dit, je peux pas continuer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé à aller sur ce monde de l'incubation de start-up, puisque j'ai fait ça pendant 4 à 5 ans avec des personnes que j'avais rencontrées sur mon chemin. Voilà. Donc on le voit, un vrai moment de pivot, presque radical entre la finance spéculative et maintenant les enjeux d'impact. Comment toi, tu as vécu cette mue intérieure? Est-ce qu'il y a eu des appuis, des lectures, des rencontres qui t'ont permis de traverser cette transformation? Écoute, je pense déjà, pourquoi je suis dans la finance au départ? Comme tu le disais, en 75, on est rentré du Liban. Mon père a tout perdu. Alors après, tu dis que j'ai vécu chez ma mère, puisque la famille de ma mère était basée à Monaco, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on était riche. Et en tout état de cause, mon père avait perdu en fait ses assets et sa fortune avec la guerre. Donc ça m'a impressionné. Parce que c'est vrai que quand on vivait au Liban, on avait une vie extrêmement facile. Et donc, j'ai suivi cette chute, entre guillemets, matérielle de mon père. Et je me suis dit que j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, je me suis dit, va faire de la finance, essaye de faire de l'argent sur les marchés financiers. Et c'était un petit peu le leitmotiv, si tu veux, Ouais. qui me guidait. Bon, et là, jusqu'au moment où je n'en pouvais plus, parce que en fait, ça servait à rien ce que je faisais, quoi. Mais je suis très surpris de voir encore qu'il y a des gens qui ont mon âge qui sont encore sur les marchés financiers. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas, si tu veux. Parce que quand tu regardes vraiment à quoi sert la création monétaire, où est-ce qu'elle va beaucoup plus dans la spéculation que dans la création de PIB, et que tu vois que les inégalités explosent et que le monde tourne mal, c'est difficile d'être à 50, 60 ans encore sur le marché financier. Ouais. Mais bon, il y a peut-être une drogue pour certains qui font de l'argent, encore beaucoup plus d'argent, donc voilà, j'ai essayé de ne pas revivre ce que mon père avait fait. Et pour revenir donc aux appuis, est-ce qu'il t'a pu t'accompagner en fait dans cette transformation, des rencontres, des lectures? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été déterminantes pour toi dans cette période? Bah écoute, le point, si tu veux, de bascule par rapport à l'impact, par rapport au changement de modèle d'affaires, par rapport au climat, à l'ESG, à toutes les thématiques autour du climat, ça a été en 2013 quand j'ai rejoint le CDP, qui est la principale plateforme de reporting environnemental. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la fin de mon séjour au Brésil, j'ai passé 5 ans au Brésil, ça s'est mal passé pour moi, à tous les niveaux, au niveau personnel, financier. J'étais au creux de la vague et j'ai commencé à m'ouvrir à une certaine type de littérature autour du mindfulness, autour de l'éveil de la conscience, autour de toutes ces philosophies qui pourraient être liées au bouddhisme, mais pas que, et notamment la lecture d'un livre, comme tu l'as dit en introduction, qui a été révélateur pour moi, Ouais. que je recommanderais à tout le monde de lire, qui est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et en fait, ce que je me suis dit quand je suis rentré en France, après ce passage par le creux de la vague au Brésil, je me suis dit, je vais essayer de mettre en application ce que j'ai lu Ouais. et ce qui a résonné beaucoup en moi. Tu peux nous dire en 2 mots en fait, pour les auditrices et auditeurs, le pouvoir du moment présent, Alors le moi, message principal? ce que je retiens dans le pouvoir du moment présent, c'est que déjà, nous ne sommes pas notre ego et notre ego passe son temps à nous faire penser qu'il y a une dualité dans le monde, qu'on est différent des autres.
Et en fait, nous faisons partie du même tout, du même grand tout, en fait. Dieu, c'est la somme des hommes, si on pouvait résumer ainsi, chacun l'interprétera à sa manière. Et donc je ne suis pas mon ego. Et mon ego passe son temps à me dire que je suis différent de toi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si la vie te traverse par quelque chose qui est là, en face de toi, ici et maintenant, en face de toi, alors n'y résiste pas. Parce que si tu y résistes, tu vas créer du stress pour rien. Et ça, c'est pas bon pour toi. Et c'est pas bon pour la raison pour laquelle cette chose est là devant toi. Parce que si elle est là devant toi, c'est qu'il y a une raison. Et donc, accompagne cette chose-là, accepte-la et accompagne le flot de la vie. Et après, tu verras où le vent te mène, comme disait Ouais. Angelo Bandordi. Et donc c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai Ouais. mis ça en pratique. Go with the flow. Go with the flow. Oui, parce Exactly. qu'on s'use à aller contre Très le souvent, courant. on est dans le contrôle, on veut contrôler les choses, on est dans la résistance, alors que tu as parfois des signaux très clairs qui sont en face de toi et tu te dis non, 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 non. Et en fait, il faut juste ouvrir ton cœur ou tes chakras ou ton mindset pour dire c'est là, vas-y, accepte-le et tu verras où tu vas aller. Tu as parlé beaucoup de changement de mindset et je voulais justement peut-être que tu partages avec nous comment toi aujourd'hui tu accompagnes des dirigeants vers donc ce que tu appelles l'économie régénérative. D'ailleurs, ça sera intéressant que tu puisses définir peut-être ce concept d'économie régénérative. En quoi véritablement ça consiste, ce changement de mindset? Est-ce que tu observes une ouverture réelle ou des résistances fortes dans cette transformation? Ah bah je pense qu'il n'y a pratiquement que des résistances. Je pense qu'on arrive dans une fin de cycle économique néolibérale et on le voit très bien avec toutes les tensions qui se manifestent au niveau social, géopolitique, économique et politique dans le monde. C'est à mon avis la résurgence des problématiques que le néolibéralisme n'a pas pu résoudre. Et ça s'accélère en ce moment. Et je pense qu'on est dans une vague de fin de cycle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions sociales très très fortes en ce moment. Je pense que les personnes qui sont en place dans les entreprises aujourd'hui ne sont pas les personnes qui vont faire la transition parce que justement, elles n'ont pas le mindset nécessaire pour piloter dans un monde turbulent où le taux de croissance diminue. Ça, c'est une réalité économique, hein, c'est pas un fantasme. Le taux de croissance de l'économie mondiale diminue depuis 2002. Et donc, je pense qu'il faut des aptitudes pour piloter dans un changement de contexte qui peut être radical du jour au lendemain. Et je pense que ça va s'accentuer. Et donc, il faut être très souple, très flexible, très rapide dans l'analyse. Et je pense qu'il y a de nombreux CEO, hommes et femmes dans le monde, ne sont pas fit for purpose là-dessus. Et je pense pas qu'on apprenne ça dans les écoles de commerce non plus, ou dans les écoles d'ingénieurs. Alors, on voit qu'il y a au niveau des écoles d'ingénieurs et de commerce, il y a plein de gens qui sortent des promotions et qui prennent le maquis, qui vont en résistance et qui disent qu'ils sont contre le système. Mais il faut encore être capable, si tu veux, de changer la manière de manager. Le management toxique, c'est fini, si tu veux. Je pense qu'on est dans un monde de management toxique. On le voit avec l'explosion du burn-out, qui est une résultante du management toxique. Et je pense que le monde d'après, c'est un monde où le management sera totalement différent. Ce sera beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus dans le partage et beaucoup plus dans l'analyse partagée et dans l'efficacité des impacts. Ouais. Voilà. Et si on revient effectivement sur le changement de mindset et l'évolution vers l'économie régénérative, est-ce que tu peux un petit peu nous tracer cette route, à quoi elle ressemble en fait? J'aime pas tellement utiliser le mot économie régénérative. Alors le terme consacré, c'est dire économie à visée régénérative. Ouais. Je pense que le challenge aujourd'hui, si on devait faire 2 minutes là-dessus, c'est de sortir d'une économie extractive qui, pour produire du chiffre d'affaires ou pour produire du PIB, est obligée d'extraire de plus en plus de matière. Et il faut sortir de cette économie-là, qui est une économie donc d'extraction et de chiffres financiers à court terme et d'obsolescence programmée, où on fait un bien qui pourrait durer 10 ans, eh bien on le fait durer 3 ou 4 ans volontairement pour aller reprendre de la matière et refaire le même bien. Donc je pense que ce système-là est mortifère et est en train de clairement montrer ses limites pour aller vers une économie où on va augmenter la durée de vie de la matière. Et on va augmenter la durée de vie de la matière sous plusieurs formes, mais notamment sous une forme qui est de remettre la même matière dans plusieurs cycles de vie du produit. C'est un terme technique qui s'appelle la pérennité programmée circulaire. Ça permet en fait d'utiliser la même matière sur 4 à 5 cycles de vie du produit. Je parle essentiellement de l'industrie des biens d'équipement. Ce sera beaucoup plus difficile de mettre en place ce type d'économie dans l'agriculture ou dans le textile.
Mais sur tout ce qui est bien d'équipement, on peut mettre en place ce type d'économie. L'économie qui chapeaute ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, il faut sortir d'une économie extractive pour aller vers une économie qui augmente la durée de vie des matières produites pour faire du PIB. Et on est capable de démontrer que ça ramène de l'argent. Ça ramène du profit parce qu'en fait, ce qu'on entend dire souvent, si tu fais du green, de l'ESG, tout ça, ça va tuer ma marge, ça va tuer mon profit. Eh bien, non. Alors, cette économie-là nécessite en particulier que les biens ne soient plus achetés, mais qu'on loue l'usage des biens. C'est-à-dire qu'on loue l'usage d'un scooter, on loue l'usage d'une perceuse électrique. Voilà, donc ce type d'économie, qui est une économie à visée régénérative, ça consisterait à régénérer tout ce qui a été extrait de la terre jusqu'à présent, et voire même de faire plus. Donc j'ai extrait, j'ai produit, et j'ai mis des déchets, et donc maintenant, l'idée c'est de, au moins ce que je prends, je le remets, mais dans certains cas, je peux faire plus 1, et non pas je fais moins 1, plus 1 égale 0, et on s'arrête là. Dans certains cas, je peux faire moins 1, plus 1, plus 1. Ouais. Donc, cette économie est une économie, en tout cas, qui prend en considération la problématique à résoudre. Et c'est une économie qui fait peur aux personnes qui sont formatées pour manager dans une économie extractive et qui rapporte le profit au quarter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir changer le mindset des dirigeants, et je pense que les dirigeants qui font la transition ne sont pas les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Intéressant. On voit qu'il y a quand même une collision en fait entre ta transformation personnelle et la transformation collective qu'on appelle ou que tu appelles de tes voeux. Toi, tu dirais que c'est plutôt l'une qui a influencé l'autre ou d'autre côté, c'est-à-dire la transformation collective nécessaire a induit ta transformation personnelle, ou est-ce que finalement c'est ta transformation personnelle qui donne lieu à ton application de cette transformation collective? Non, je dirais que c'est ma transformation personnelle qui me permet de voir en fait ça de manière beaucoup plus ouverte maintenant, parce qu'avant je m'en rendais pas forcément compte. Alors je ne pense pas avoir la science infuse, mais je commence à voir des choses qu'il faut mettre en place et qui sont pas du tout mises en place. Et en plus au niveau politique, on ne veut pas les mettre en place. Parce que justement, dans l'oligarchie industrielle, ce sont des gens justement qui veulent continuer à rester sur ce mode opératoire pour pouvoir se gaver un maximum tout de suite. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est investir massivement pour financer leur transition. Et ils ne le font pas. Ils ont peu intérêt à le faire. Enfin, ils pensent qu'ils ont mais peu parce que alors le problème, c'est que justement, en termes de bons principes de management, si tu es dans le court terme, ils n'ont pas intérêt à le faire. Mais si tu rallonges l'horizon de perception de ce que tu dois faire au niveau financier, eh bien là, tu as intérêt à le faire parce que tu vas lisser tes bénéfices futurs et tes dividendes futurs. Comme disent les anglo-saxons, common sense is not that common. Exactly. Quand tu travailles dans les environnements dans lesquels tu travailles, j'imagine que tu rencontres pas mal de moments de doute, surtout quand tu portes un message aussi fort et parfois dérangeant que celui que tu es en train de porter. Comment toi, justement, tu adresses ces moments de doute, d'incertitude, comment tu les dépasses? Bon, écoute, alors ça, déjà, il faut que j'aille au parc. Je vais marcher au parc. J'essaie de faire de la méditation et par un verre d'eau avec du vinaigre de cidre. Ça, c'est mon rituel du matin. Donc toi, ta manière de le faire, c'est un pas de côté. Voilà, tu te retires du truc, tu écoutes de la musique, tu vas au parc, tu lis un livre qui te permet de sortir de ce tourbillon dans lequel nous sommes. C'est un moyen pour moi, effectivement, de me retrouver, D'accord. Quel impact, toi, tu dirais que ta transformation a eu sur ta manière de vivre, de travailler, de te relier aux autres? Écoute, je pense que les personnes que je côtoie aujourd'hui sont plus authentiques et sincères que les personnes que je côtoyais avant, et notamment sur les marchés financiers. Le marché financier, c'est un peu la société du spectacle. Là, on a des gens qui sont convaincus qu'il faut changer le monde, qui n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils sont peut-être pas forcément suffisamment hauts dans les boîtes et qu'on leur coupe l'herbe sous le pied pour les empêcher de faire. C'est pour ça que moi, je suis maintenant extrêmement motivé par ma nouvelle vie pour essayer d'aider les entrepreneurs et les entrepreneuses, ou bien même le milieu politique, à voir les choses différemment, à dire on peut faire ça et aussi on peut gagner de l'argent, et il n'est pas du tout sûr que ça ait un impact négatif sur le PIB, parce que c'est la grande peur en fait de tout le monde, c'est de dire que si on passait all-in du jour au lendemain en économie de la fonctionnalité, on perdrait du PIB. Donc, je pense qu'il y a plus d'authenticité. Et moi, c'est un truc qui est important pour moi. Si tu veux, dans les valeurs fondamentales, c'est un exercice que j'avais fait, un test qui détermine tes valeurs fondamentales. Il y en a 5. La première des 5, c'est l'authenticité et l'intégrité. La deuxième, c'est l'humour. La troisième, c'est la générosité. Et après, c'est l'ouverture d'esprit et l'esprit critique, la curiosité intellectuelle. Et donc, plus j'avance en âge, plus je me rapproche de ça. Tu vois, l'écart entre la réalité et ses valeurs fondamentales se réduit.
Parce que je pense que quand cet écart est beaucoup trop fort, tu te retrouves en dissonance cognitive et tu peux complètement vriller. Ouais, toujours un bon exercice en fait de faire cette introspection qui permet de bien connaître tes valeurs. Bien sûr. Et ensuite de voir comment tu honores ces valeurs. Et comme tu le dis justement, s'il y a un trop grand décalage entre tes valeurs et la manière dont tu les pratiques, c'est là où peut surgir stress, l'angoisse, l'anxiété, le burn-out, absolument. Donc très important de à la fois connaître son système de valeurs et de œuvrer pour essayer de s'en rapprocher autant que faire se peut. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est un exercice fondamental de connaître son set de valeurs. Et en plus, maintenant, on est dans un monde de propagande. La propagande explose à tous les niveaux. Et donc, cette valeur d'authenticité et d'intégrité est d'autant plus forte pour moi maintenant. Dans un monde de fake news, c'est une valeur refuge, je dirais. Ah ouais, c'est une valeur refuge. Parce que tu as une tentation à la simplicité et au laxisme qui va mener les foules à accepter des monstruosités, si tu veux. Donc voilà, je pense que ce secteur d'une nouvelle économie pérenne pour être en ligne avec les limites planétaires et permettre de faire ce qu'on appelle une transition juste pour aussi réduire les écarts, parce qu'on est sur les plus hauts historiques des inégalités aujourd'hui. C'est fou. On nous avait dit que le néolibéralisme permettrait de faire du ruissellement et de diminuer les inégalités. Et en fait, on est au plus haut historique des inégalités. C'est juste la folie. C'est comme le fait de dire que les plus grosses capitalisations boursières mondiales, je fais juste une parenthèse là-dessus, ce sont des monopoles. Or, dans la théorie économique classique, on te dit, pour que les marchés fonctionnent bien et que la concurrence pure et parfaite fonctionne bien, il faut pas de monopole, il faut pas de cartel. Qu'est-ce que tu as en haut? Tu as Nvidia, tu as Aramco, qui est un cartel de pétrole, tu as Microsoft, tu as Amazon, Meta. Et donc, on est dans un monde d'enfumage et de propagande monumentale. Donc, il faut vraiment coller à l'authenticité et à l'intégrité. Précisément, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui, comme toi à l'époque, se sentait en décalage profond avec son métier et peut-être son système de valeurs, mais qu'osait pas vraiment encore sauter le pas? Il faut du courage quand même pour sortir des salles de marché et faire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette personne qui, elle, envisage cette transition? Écoute ton cœur, persévère et des convictions fortes. Voilà. Quand tu as déterminé tes convictions fortes, eh bien, tu dois persévérer pour tendre vers ces convictions et écoute ce qui résonne en toi. On est d'accord par contre que ça se décrète pas, ça. C'est très difficile, si tu veux, quand tu es dans des situations où tu as des couches et des couches qui se sont accumulées. Ça fait 15 ans que tu fais le même métier, que tu es finalement un peu brainwashed par ton environnement. Comment tu t'extrais de ça, en fait? Alors, déjà, premier truc, tu lis Le pouvoir du moment présent. Premier truc. Voilà. Et là, ça doit faire un début d'électrochoc. Et après, tu lis de la littérature là-dessus. Il y a Deepak Chopra, il y a Joe Dispenza qui a un très bon cycle de méditation d'ailleurs que je recommande. Après, tu peux faire des workshops, des stages pour sortir justement, pour aller dans le vert, aller dans la nature. Si tu restes dans la ville et que tu restes dans ton monde du travail et que tu restes dans tes métriques, tu as peu de chances de sortir de ça. Donc, pour revenir au bouquin d'Eckhart Tolle, c'est là que tu comprends que en fait, il faut que tu atteignes un point où tu puisses t'observer, d'être l'observateur de toi-même. Parce que tu l'entends, cette voix. Quand tu es là et tu as une voix qui te dit non, fais pas ça. Le matin, tu te lèves, tu as que des idées négatives en tête. Pourquoi tu penses ça? Donc ça, c'est ton observateur, en fait. C'est ta conscience qui te parle. Donc, il faut être à l'écoute de ça. Voilà, je suis pas un coach, ça c'est ton job. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui font des séminaires en campagne, en montagne. Et il faut être curieux par rapport à ça. Ouais, je pense que curiosité, introspection. Introspection, Et puis se faire aider. C'est-à-dire que bien sûr. Cette transformation, elle est possible en solitaire. Mais je pense que, comme dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, si cette transformation, on la veut pérenne, se faire accompagner par un thérapeute, un coach, un ami, quelqu'un qui peut nous aider vraiment dans cette transformation, c'est essentiel pour sortir de cet environnement, effectivement. Bien sûr, il faut absolument se faire aider parce que le faire tout seul, c'est relativement compliqué. Puis ça peut correspondre aussi à des événements de votre vie. En général, souvent, quand on est au creux de la vague, il y a des stimulus qui se mettent en place pour dire comment je peux faire pour m'en sortir. Et donc, il faut avoir ces réflexes pour pouvoir savoir qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'aide, de quelqu'un, de littérature ou autre. Et il faut y aller, quoi. Laurent, on se rapproche de la fin de notre conversation. Déjà ? À quoi ça ressemble, la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? Est-ce que tu l'as rêvé? Écoute, la suite du chemin pour moi, idéalement, c'est que je serais content si, tu vois, à 80 ans, je me disais, bon, un truc que j'ai réussi à faire, c'est d'essayer de travailler avec des personnes et de contribuer avec elles pour leur montrer qu'il y avait une autre manière de faire de l'économie et du business, mais différemment, et que ce soit un business rentable et que cette rentabilité soit appliquée à toutes les parties prenantes de ce business et pas simplement à une seule partie prenante. Aujourd'hui, la seule partie prenante qui est primordiale et qui est sacralisée, c'est l'actionnaire.
Mmh. Non, il faut que toutes les parties prenantes d'un projet puissent être rétribuées à la hauteur de la valeur qu'ils créent. Voilà, j'aimerais participer, donc avec ma nouvelle activité, je fais des conférences ou des interventions dans les entreprises pour pouvoir justement leur montrer qu'il y a une autre manière de faire les choses et qu'en plus, on peut gagner sa vie. Ça, c'est ce que je veux faire maintenant de manière full-time. Et ça parce que je pense que, on sait que les ressources sont finies, on sait qu'il y a des limites planétaires, on sait qu'il faut qu'on joue dans les limites planétaires. Donc les boîtes, les entreprises, les projets qui joueront dans les limites planétaires seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Parce que je pense que le fait de mettre la tête dans le sol et de faire la politique de l'autruche, ça ne va pas du tout régler le problème. Au contraire, il faut prendre le problème à bas de la corps et commencer à faire les transitions maintenant. Donc voilà, si je peux contribuer à ça, je serais content. Est-ce qu'il y a une information ou une actualité, quelque chose que tu veux partager avec nous? Un thème qu'on n'aurait pas touché qui te tient à cœur? Tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne pour pouvoir se rendre compte en fait de ce qui se passe autour d'elle. Il faut avoir du sens dans ce que vous faites et il faut avoir, à mon sens, aussi une espèce de notion de mission dans ce qu'on fait. Je pense que c'est extrêmement satisfaisant de faire ça et à la limite, tu vois, je dirais même que il n'y aurait aucune raison dans le modèle économique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens qui sont dans des trucs de purpose, donc je dirais les NGOs et les associations et autres, gagnent moins d'argent que les personnes qui sont corporate. Qu'est-ce qui justifie ça? Avant, on pouvait justifier ça. Maintenant, je pense que c'est plus du tout justifié. Ouais. Donc, la notion de sens et de mission est quelque chose de fondamental, je pense, pour se sentir bien dans la contribution que vous apportez au monde. Donc travailler sur sa mission de vie quelque Ouais. part, trouver, pourquoi on est là, Alors ça, voilà. pourquoi on fait les choses qu'on fait. Ah ouais, alors ça c'est la question. Puis c'est peut-être le religieux qui peut faire ça. Moi, je suis ouvert à tout. Pourquoi on est là? Je veux dire, si vous avez trouvé la réponse à la question pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission, et que vous faites autre chose que ça, vous quittez ce que vous faites et vous allez faire ça. Ça, c'est pas mal et ça s'appelle un peu la vocation quand on est appelé. C'est génial pour ceux à qui ça arrive, mais je pense que la majorité d'entre nous, malheureusement, ne sommes pas appelés et donc il faut qu'on trouve notre mission et qu'on la construise nous-mêmes. Et donc, l'objet de ce podcast, c'est vraiment de donner des clés peut-être aux auditrices, très humblement, auditeurs, pour trouver sa voie, Ah ouais. précisément, et savoir comment on peut contribuer à ce monde et s'épanouir en étant aligné avec le set de valeurs dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est fondamental. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est bien si elles savent quelles sont leurs valeurs fondamentales. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, donc ça, il faut se documenter. Mais une fois que vous avez identifié quelles sont vos valeurs fondamentales, eh bien, tendre vers ça. Ouais. Ça peut déjà vous guider dans le choix des possibles de ce que vous voulez faire. Absolument. Mais si vous ne le savez pas, alors vous allez avoir un problème. Super. Avant de se quitter, il y a une tradition dans ce podcast, ça s'appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Je pense, ouais. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? 2 choses. Siddhartha d'Hermann Hesse et je relis Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? J'en ai parlé tout à l'heure, ouais. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Supertramp, School. Quelle est ta citation préférée, si tu en as une? Alors, j'en ai même 2. Une de George Orwell. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle va détester ceux qui la disent. Et puis une de Marc Aurèle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, elle est plus là, qui m'a pas mal inspiré, c'est Nelson Mandela, Que voulais-tu faire quand tu étais petit? pilote d'avion. Comment commences-tu ta journée? Eh bien, une courte méditation de 7 minutes et un verre d'eau au vinaigre de cidre. Quel talent aimerais-tu avoir? Jouer un instrument de musique. Quelle est ta plus grande force? Je dirais mon intégrité et la persévérance. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Un bon rire. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Sois confiant et persévère. Quel est ton meilleur remède contre le stress? La balade au parc. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? La complexité du monde. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? La propagande. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Alors de voir qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté qui veulent changer le monde et qu'il faut qu'elles aillent au bout de leur mission. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Écoute, comme quelqu'un de sympa, de gentil, qui a contribué à l'évolution de certains mindsets. Voilà, ce serait déjà pas mal. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Ben justement, j'échouerai pour tester. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans?
Aie confiance dans ton futur. N'écoute pas le bruit qui est autour de toi. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, je propose quelqu'un qui s'appelle Delphine Rollin, qui était banquière et qui maintenant commence une activité d'accompagnement énergétique consécutive à un burn-out. Et donc, elle a une évolution personnelle qui, à mon avis, pourrait tout à fait s'inscrire dans ton podcast. Absolument. Merci Laurent, merci pour ton témoignage, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Et puis bon retour et surtout bon chemin. Merci à toi et bravo pour ton podcast. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Laurent. Premièrement, changer de cap, ce n'est pas seulement changer de métier, c'est une mue intérieure, une redéfinition de notre rapport à la matière, au temps et à la vie. Deuxièmement, comme le dit Laurent, si la vie te met quelque chose en face, n'y résiste pas. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est souvent le préalable à la véritable transformation. Troisièmement, quand nous sommes alignés avec nos valeurs profondes, nous cessons de survivre. Nous commençons à exister pleinement avec intégrité, curiosité et ouverture. Quatrièmement, servons-nous de notre mission comme d'une boussole. Quand nous savons pourquoi nous faisons les choses, même les tempêtes deviennent traversables. Le sens n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Cinquièmement, pour trouver notre voie, il est primordial d'écouter sa propre voix. Nous avons tous une mission, mais parfois elle ne se révèle que quand nous avons le courage d'écouter ce qui résonne vraiment en nous et de déconstruire ce qui nous en éloigne. Et enfin, la transformation commence à l'intérieur. C'est la transformation personnelle qui ouvre la voie à la transformation collective. Le monde changera quand nous changerons notre manière d'être au monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.